Aujourd'hui, mon activité principale est de diriger une société qui s'appelle Capter, qui est un bureau d'études techniques et environnementales du bâtiment. Donc notre rôle est d'être à la fois maître d'œuvre et assistant à maîtrise d'ouvrage pour des bâtiments. À côté de ça, et pour reboucler sur notre sujet, j'ai cofondé avec deux amis et éminents membres de l'OID une association qui s'appelle Low-Tech Building, qui est dédiée à la promotion des low-tech dans le secteur du bâtiment et de l'immobilier. Et parmi cet aspect des low-tech tels qu'on les conçoit aujourd'hui, il y a notamment tout un aspect sur la sobriété des matériaux, donc le recours, autant que faire se peut, à des écomatériaux. Comme je l'évoquais, on est un bureau d'études et à ce titre-là, on est donc à la fois dans certains cas, des maîtres d'œuvre pour les opérations immobilières. Donc, ça va consister en quoi? Ça va constituer dans notre rôle de réaliser des études de conception et d'exécution. Et notre rôle va donc, à ce titre-là, d'être prescripteur et co-concepteur, réalisateur des opérations immobilières, et notamment dans le choix des matériaux. Ça, c'est notre premier métier. Notre second métier est en posture d'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc de conseil. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on peut être amené à préconiser, suivre des certifications environnementales, par exemple. On est à la fois positionné comme acteur qui suit la vague et comme acteur qui accélère la vague. Parce que finalement, les experts techniques de la mise en œuvre de ces écomatériaux, ça va être des gens comme nous. On va être là, du coup, à la fois pour proposer aux maîtres d'ouvrage et aux groupements de maîtrise d'œuvre certains matériaux, et à la fois aussi de s'enrichir de ce qui est fait par les copains pour justement que l'ensemble de la profession monte en puissance. Entre un quart et un tiers des opérations immobilières que l'on accompagne intègrent des objectifs importants en termes d'écomatériaux. On est passé de quelque chose de niche à quelque chose d'assez représentatif et massif. Après, il y a plein de niveaux de maturité. Ça va des éléments relativement légers d'intégration où on commence par les bases. On se dit, ben voilà, je mets un peu d'isolant biosourcé parce que c'est le plus facile pour moi en tant que maître d'ouvrage de comprendre ce sujet-là. Je ne vais pas encore dans des choses trop ambitieuses, jusqu'à des bâtiments beaucoup plus ambitieux, où en ce moment on travaille notamment sur des bâtiments avec structure bois et isolation paille et chanvre. Voilà, on peut aller sur des choses très très matures. Il faut être en capacité d'accompagner chacun avec ses propres enjeux là-dessus. On n'a plus l'habitude de les utiliser. Tout était initialement bio et géosourcé. On l'a perdu par l'industrialisation et la massification des process de construction et de rénovation. On est vraiment presque dans un métier industriel. Donc, dès qu'il y a un changement, ne serait-ce qu'un changement réglementaire, un changement de manière de travailler, de penser, sur toute cette chaîne, eh ben, toute la chaîne, elle tousse. Donc, l'apport de ces matériaux biosourcés, non pas qu'il n'y ait pas de compétences pour le faire, mais il y a une inertie de mise en œuvre qui est extrêmement importante, parce qu'il faut que tout le monde reprenne l'habitude d'une nouvelle manière de travailler, etc., et de sortir de son process très industriel. Et puis après, il y a évidemment, dans certains cas, des problématiques d'idées reçues autour de ces matériaux. Le grand classique, c'est je ne vais pas me faire construire une maison en bois parce que le bois, ça brûle. Juste aujourd'hui, il est démontré qu'il vaut mieux justement être dans une maison en bois quand ça brûle, parce que le béton, certes, ça brûle pas, mais ça pète. Donc je préfère avoir le bois qui brûle et avoir le temps de sortir plutôt que mon parpaing me pète au coin du nez. On a effectivement aussi dans les limites, qui sont aussi bien liées aux écomatériaux qu'aux matériaux au sens large. Non, si on se met à tout construire en bois du jour au lendemain, du bois, juste, il n'y en aura pas assez. Donc, il y a une problématique aussi de profondeur de stock qui fait que remplacer du pas éco par du éco, ça ne fait pas avancer tant que ça le schmilblick. Il faut aller au-delà, il faut surtout penser à moins avant de faire mieux. Pour parler de quelques avantages, moi, j'y vois des avantages très concrets dans la chaîne de production qui vont être, outre leur aspect bas carbone évidemment, mais ça, pour moi, il y a un vrai sujet de facilité de mise en œuvre, notamment quand on va concevoir et réaliser des bâtiments, notamment en structure, ossature bois. On est sur des démarches où on peut préfabriquer beaucoup plus. Donc on reste dans la logique de production industrielle, on ne perturbe pas trop le monde, et on peut raccourcir les délais de chantier
comprimer du coup les contraintes. Et si moins de chantier, moins d'impact sur le chantier, moins d'impact sur les riverains, moins d'impact sur la nature parce qu'on a fait tourner une pelleteuse pendant 12 mois versus pendant 6. Donc effectivement, cet aspect que je trouve très intéressant. Outre l'aspect bas carbone, évidemment, encore une fois, on a aussi des avantages sanitaires qui ne sont pas neutres, où on se rend assez vite compte que c'est par ces matériaux-là qu'on pourra aussi avoir des réponses au sujet de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Où est-ce que je les trouve? Où est-ce que moi, en tant que co-concepteur d'un bâtiment, qui je vais solliciter pour aller chercher ces matériaux? Parce que là aussi, on a nos habitudes. On veut l'isolant d'un bâtiment, isoler un bâtiment. On prend le téléphone, on appelle Saint-Gobain, tout va bien, ils nous livrent de la jolie laine de verre ou tout ce qu'on veut. On se rend compte que finalement, dans une mesure raisonnable, la plupart des filières sont maintenant prêtes. Les filières de construction en ossature bois le sont, les matériaux d'isolation biosourcés le sont depuis encore plus longtemps. Et puis, c'est des filières qui ont la force d'être très agiles, comme elles sont encore dans des tailles relativement modestes, très régionalisées, très locales. On n'a pas encore ces espèces de gros mastodontes qui trusteraient les marchés et qui rendraient beaucoup plus difficile de naviguer. Donc finalement, on arrive à trouver plutôt localement. Ça nécessite un peu plus de travail de recherche, un petit peu plus de tests, d'expérimentation. Généralement, à date, oui, il y a un surcoût. Mais entre le surcoût qu'il y a maintenant et le surcoût qu'il y avait il y a 2 ans, ça n'a rien à voir. On est vraiment en train de compresser très, très largement les surcoûts. Et sur plusieurs opérations que l'on a pu accompagner récemment, les surcoûts du matériau, ils étaient largement compensés par des gains sur la durée de chantier et la maîtrise de ce chantier. Donc finalement, si on porte une réflexion en coût global qui va au-delà du dire mon mètre linéaire de cloison, mon mètre carré de parquet, unitairement, ouais, il est plus cher, mais on économise dans beaucoup de cas de l'argent ailleurs et c'est plutôt une bonne chose. On a énormément de clients que l'on accompagne dans les démarches de construction de bâtiments décarbonés, notamment via les labels E+, C-. On a énormément de clients qui sont des collectivités territoriales, des entités publiques, qui, elles, du coup, ont des engagements d'exemplarité et qui se doivent, en tant que maître d'ouvrage, d'aller systématiquement titiller les plafonds et de faire au mieux. Du coup, c'est bien pour nous parce que ça nous challenge et on les challenge également pour faire en sorte que les bâtiments soient les plus vertueux possibles, tout en répondant quand même à des besoins fondamentaux. Quand on va construire un stade bas carbone, il faut quand même que ça reste un stade. Quand on va construire une mairie, une école décarbonée, il faut que ça fasse le job minimal. Donc il y a ce double challenge sur des ouvrages du coup très complexes. Donc de l'E+, C-, de plus en plus également de démarches de labellisation bâtiment biosourcé, où l'objectif là est extrêmement pragmatique, c'est construire un bâtiment quel qu'il soit. Ça marche bien sur les logements aussi d'ailleurs. Le but du jeu, c'est de mettre le maximum de matériaux biosourcés dedans, dans sa structure, dans ses planchers, dans la toiture. Donc ça marche effectivement plutôt pas mal et ça se développe. Paradoxalement synonyme de durabilité à court terme, ça c'est sûr. On ne va pas du tout avoir le même impact. Par contre, il y a effectivement un sujet de durabilité, au sens le plus pur du terme, et notamment de facilité d'entretien, etc., qui nécessite, là encore, un peu de formation, de sensibilisation et de vulgarisation des sujets pour pas qu'on fasse de raccourcis. Évidemment, mettre un bardage en bois sur un bâtiment plutôt que de mettre des bardages en briques ou des jolis bardages en acier, tout ce qu'on veut, très sympathique, évidemment, c'est moins carboné, c'est beaucoup plus vertueux. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un bardage bois, ça vieillit plus vite. Donc, il faudra le changer plus souvent, l'entretenir plus souvent. Donc, à coût équivalent carbone, c'est discutable. C'est-à-dire que ce bardage bois, il va avoir du sens, mais il n'aura pas le même sens selon l'endroit géographiquement où je vais le mettre. Il vieillira mieux si je le mets à Lille que si je le mets à Nice, évidemment. Donc, si j'ai le choix de mettre un bardage bois, je préfère le mettre à Lille plutôt qu'à Nice. Il me coûtera moins cher et il sera moins impactant en termes de carbone. Donc oui, il y a des avantages. Après, il ne faut surtout pas réduire le discours et de se dire c'est bon,
et de se contenter, entre guillemets, de ça. Dire, c'est bon, j'ai mis du matériau biosourcé, je suis quelqu'un de bien, mon bâtiment, il est cool, il va être durable. Bah, pas que, c'est bien, oui, mais il faut évidemment aller au-delà. Je pense que leur intégration va devenir, au moins dans une proportion assez faible, elle va devenir systématique dans toutes les opérations. Il y a au moins un petit bout de biosourcé, ce qu'on avait, avec cette vraie approche biosourcée, j'entends. Après qu'on ait des bâtiments majoritairement, structurellement biosourcés, on n'y est pas encore, parce qu'il y a effectivement le gros sujet du bâtiment neuf, où je ne m'inquiète pas sur le fait de dire dans les 2-3 ans qui viennent, un bâtiment sur deux sera réellement profondément biosourcé dans les bâtiments neufs. Mais les bâtiments neufs, c'est un petit bout du sujet. Les sujets qui vont être à aborder demain, c'est comment je fais de la rénovation biosourcée, géosourcée, pour justement faire en sorte que le parc existant devienne lui aussi beaucoup plus intégrateur de matériaux effectivement éco-conçus, éco-responsables. Certaines filières commencent à tirer leur épingle du jeu, à la fois les filières de l'isolation biosourcée qui font maintenant largement leur preuve, aussi bien par des solutions entre guillemets à intégration traditionnelle comme on parlait de la laine de chanvre tout à l'heure, qui est une approche finalement assez similaire. Et puis de plus en plus, on s'autorise à innover, à aller plus loin. On refait de l'isolation paille, on développe des solutions hybrides avec de l'isolation en béton de chanvre, avec donc un mélange de béton et de chanvre projeté pour isoler soit des sols, soit des façades. Donc on arrive à trouver des positions un petit peu hybrides où tout le monde est à peu près content et tire son épingle du jeu. Et on a maintenant beaucoup plus également de maturité sur les structures et ossatures en bois, qu'on avait encore peu il y a quelques années. Ça mûrit assez vite. Donc ces deux filières-là, je pense, elles ont été très importantes parce qu'elles ont permis de démocratiser et de montrer un petit peu au grand public et aux professionnels que, en fait, oui, c'est possible. Juste changer un petit peu le logiciel de pensée, mais on y arrive assez facilement, finalement, à terme. Après, il reste évidemment un gros enjeu au sein des filières, quelles qu'elles soient, de formation. On est effectivement dans une phase totalement charnière là-dessus, où il y a énormément d'enjeux, et pour ma part, j'y crois beaucoup. Ne serait-ce que par l'évolution de la réglementation construction, l'RT 2012 qui sera certainement remplacée bientôt par la réglementation environnementale 2020, on fera déjà les premiers pas en intégrant une dimension carbone. Donc en intégrant une dimension carbone, on pense beaucoup plus à la sobriété. Et donc de fait, les éco-matériaux sont une réponse à cette problématique. Parce qu'en plus, ça permet de ne pas non plus stigmatiser. Il est important quand on fait une telle révolution réglementaire, de ne pas dire on construit des bâtiments en bois parce que le béton c'est mal. C'est pas ça qu'on dit. C'est dire le béton a beaucoup d'avantages, il a aussi des gros inconvénients. Est-ce qu'on n'a pas possibilité d'hybrider les deux et de se dire un petit bâtiment hybride béton-bois, c'est déjà quand même vachement mieux. Il peut avoir les capacités mécaniques, notamment du béton, les capacités de pérennité, de durabilité et de robustesse, tout en gardant une certaine souplesse et en le décarbonant, en intégrant de plus en plus de matériaux biosourcés ou géosourcés. Ça a été un accélérateur, mais pas forcément le déclic, parce que vous savez, quand on travaille en bureau d'études environnement au sein du bâtiment, on le fait surtout parce qu'avant tout, on est des convaincus et qu'on est là pour être des petits grains de sable au milieu de la machine pour essayer, au fil de l'eau, de la rendre plus pérenne, plus durable. Donc, dans certains cas, on a des clients qui sont aussi matures sur le sujet et qui nous challenge en nous disant hey, les gars, il faut aller plus loin, on y va ensemble, on tape dedans. Et d'autres, on doit plutôt faire l'inverse, essayer de les convaincre et dire écoute, ton bâtiment, là, sur le papier, il est bien, on peut t'aider à le réaliser, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu plus innovant? Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose d'un peu plus sobre, d'un peu plus sympa? Et on doit pour ça utiliser un petit peu tous les leviers qu'on a dans notre escarcelle. Donc voilà, c'est à la fois une conviction et d'opportunité sur l'évolution des marchés. Je pense qu'il faut un petit peu des deux si on veut être pas mauvais et réussir à faire changer les choses. Dans le Calvados, où on accompagne la construction d'un campus équin totalement biosourcé. Donc,
Campus Équin, il y a quoi? Il y a à la fois des logements, à la fois des cliniques équines, des centres d'entraînement, etc. Donc quelque chose d'assez massif, hein. Ça a vocation d'être l'un des plus gros campus santé du cheval dans le monde. Donc, qu'ils soient en Normandie, c'est assez normal. Et il y a une très très grosse dimension matériaux biosourcés qui permet évidemment de faire de l'ossature bois, mais également d'aller jusqu'à de l'isolation paille. On va très très loin là-dessus. On va très loin également dans les vecteurs de chauffage des bâtiments, où on essaie autant que possible d'avoir du chauffage le plus assimilé, bas carbone et renouvelable, avec des poêles, de la chaudière biomasse, etc. Donc ça fait on est un peu sur le format, je dirais, démonstrateur, mais pour des bâtiments, c'est un groupe de bâtiments qui a vocation à être ambitieux et qui vise à rayonner effectivement à l'international. Et puis c'est complexe, donc on a à la fois du logement, de l'administratif, du médical vétérinaire, et tout ça hybridé. On voit tout un tas de contraintes sur un cas assez concret. Donc c'est une opération qu'on aime bien, qui n'est pas facile parce que c'est beaucoup de choses à apprendre pour tout le monde en même temps, mais qui est extrêmement enthousiasmant.